Bonjour, donc nous sommes toujours au cours de biostatistique, c'est Dr Lucis, et nous allons continuer cette fois-ci sur les exemples de graphiques. En un seul cours, on ne peut pas voir tous les graphiques qui existent, mais nous allons voir la majorité, en tout cas ceux que nous avons le plus l'habitude de voir. Donc nous allons commencer par les nuages de points. Tout d'abord, quand vous allez représenter un graphique, vous le ferez dans un repère. Dans un repère, vous aurez l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Donc, pour l'axe des abscisses, généralement ce qu'on appelle l'axe des X, et pour l'axe des ordonnées, c'est ce qu'on appelle l'axe des Y. Quand vous avez ici plusieurs points, des points qui ont en tout cas deux valeurs, une valeur pour les abscisses, les X, et une valeur pour les Y. Et vous allez les poser. Par exemple, ici, si vous avez un point qui a une coordonnée pour X qui est à 350 et pour Y qui est à 15, donc vous allez le représenter ici. Ainsi de suite. Vous allez en faire de même pour absolument tous les graphiques. Ce que vous aurez, on appellera ça un nuage de points. Maintenant, nous allons passer au cours. Une fois que vous avez représenté vos points, vous pouvez lier les points entre eux. Dans cet exemple-là, sur l'axe des abscisses, vous avez les dates, et l'axe des ordonnées, le nombre de cas. Donc, vous placez vos points et vous liez les points entre eux. Dans votre graphique, vous pouvez avoir le choix de ne pas représenter les points explicitement comme ça, mais de juste les lier. Maintenant, nous allons passer au diagramme en bâton. En fait, un diagramme en bâton, c'est que vous avez votre axe des X et la valeur sur l'axe des Y sera représentée comme un bâton et ça correspondra à la hauteur du bâton. Ici, on va prendre un exemple. En fait, pour chaque graphique, on va prendre un exemple. Ça va être beaucoup plus simple pour nous. Si nous prenons le nombre de cas de palu dans un centre hospitalier, ici en janvier, on en a 21. En février, on en a 12. En mars, on en a 5. En avril, on en a 4, etc. Un petit rappel des effectifs cumulés croissants. Qu'est-ce que l'effectif cumulé croissant? Par exemple, en janvier, si on en a 21, en février, on en a 12, l'effectif cumulé croissant de janvier, il est le même, on débute toujours par le même, mais celui de février, c'est 21 plus 12. On le cumule avec les 12 du mois de février, ce qui donne 33. Pour mars, on aura 33 plus 5, ce qui donne 38. Pour avril, on aura 38 plus 4, ce qui donne 42, etc. De cette manière-là, vous aurez toute la série et vous arrivez jusqu'à l'effectif total qui est de 346. Un autre rappel sur les effectifs cumulés décroissants. Cette fois-ci, on va démarrer par l'effectif total qui est de 346 et par rapport à l'effectif total, si c'est en janvier, ce sera 346. Par contre, en février, on aura 346 moins les 21, ce qui nous donne 325. Pour l'effectif cumulé décroissant de mars, on aura 325 moins les 12 de février, ce qui donne 313. Pour avril, de la même manière, on aura 313 moins les 5 de mars, ce qui donne 308, etc. Ainsi, ce que l'on remarque, c'est que pour les effectifs cumulés croissants, ça va en augmentant. Si on devait tracer la courbe, ce serait une courbe ascendante. Et à contrario, pour les effectifs cumulés décroissants, on aura une courbe décroissante à chaque fois, c'est-à-dire une croissance, une courbe descendante. Autant pour moi. Une fois que ça c'est fait, pour les diagrammes en bâton, ici, ce que l'on voit, c'est que pour janvier, c'est la hauteur du bâton, la hauteur du Y qui va donner le nombre de cas. Pour février, c'est également la hauteur du Y ici, etc. Si on devait représenter les effectifs cumulés croissants de la même manière, ce serait toujours croissant si on lit par une courbe. Si on optait
de tracer les effectifs cumulés des croissants, on aura une courbe descendante, puisqu'on démarrait par l'effectif total et jusqu'à la fin, on aura une courbe descendante. Maintenant, nous allons passer au diagramme en bande. Les diagrammes en bande, c'est exactement la même chose que les diagrammes en bâton, sauf qu'au lieu d'avoir des bâtons, on a des bandes. Donc, sur l'axe des X, on a les valeurs, ce que l'on veut représenter, et sur l'axe des Y, c'est-à-dire la hauteur justement de ces bâtons. On a repris le même exemple, sauf qu'au lieu d'avoir des bâtons, on a des bandes. Donc, pour l'axe des abscisses, ce sont les mois. Pour l'axe des ordonnées, c'est le nombre de cas. Maintenant, nous allons passer au diagramme circulaire. Les diagrammes circulaires, tout d'abord, on les appelle les camemberts. Quand vous entendez parler de camembert ou pie chart, c'est ça qu'on appelle les diagrammes circulaires. Donc, pour les diagrammes circulaires, c'est-à-dire on a une série statistique, on veut les représenter dans un cercle. Pour les représenter dans un cercle, on a besoin d'un angle. Et tout le travail se trouve dans le calcul de l'angle. Pour calculer l'angle, c'est l'effectif partiel divisé par effectif total. Et on le multiplie par 360 degrés. Donc, effectif partiel sur effectif total, ça devrait vous rappeler la fréquence. Vous pouvez vous référer au tout premier cours qu'on avait fait. Donc, ça veut dire que au lieu d'avoir effectif partiel divisé par effectif total multiplié par 360, on peut également avoir la formule fréquence multipliée par 360. On va représenter dans cet exemple-là le nombre de jours d'hospitalisation. Donc ici, on a un centre hospitalier. On a 90 personnes qui sont hospitalisées pendant 2 jours, 40 personnes qui sont hospitalisées pendant 3 jours, 30 personnes pendant 4 jours, etc. Ce qu'il faut faire ici, c'est représenter les angles. Pour le calcul des angles, on va faire effectif partiel divisé par effectif total. Donc la première chose, c'est de calculer l'effectif total. L'effectif total, c'est 90 plus 40 plus 30 plus 5 plus 20 plus 15, ce qui nous donne 180. Et si on doit représenter la mesure de l'angle, pour 2 jours, on aura 90 divisé par 180 multiplié par 360. Pour 3 jours, ici, on aura 40, qui est l'effectif partiel, divisé par l'effectif total 180 multiplié par 360, etc. Ce qui nous donne un angle de 180 degrés pour 2 jours, 80 degrés pour 3 jours, 60 degrés pour 4 jours, 10 degrés pour 5 jours, 30 degrés pour 6 jours. Ainsi, on a les angles. Tout ce que l'on peut faire ici, ce qu'on peut faire en tout cas, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de tout simplement les représenter dans un cercle. 180 degrés, c'est la moitié de ce cercle-là. Donc, c'est pour 2 jours. Pour 3 jours, 80 degrés. Pour 60, on a 100 degrés pour 4 jours. 10 degrés pour 5 jours, 30 degrés pour 6 jours. Donc, comme ça, on a représenté l'ensemble de notre cercle à partir de notre série statistique. Après, on verra, vous pourrez mettre des couleurs par rapport au nombre de jours, etc. Mais l'essentiel, ce qu'on vous demande, c'est de les représenter comme ça, d'avoir les angles, de les représenter correctement. C'est le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vous demande de représenter dans un diagramme circulaire, vous pouvez également le représenter dans un demi-cercle. Donc, on va faire la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir 360 degrés, on va avoir 180 degrés. Dans cet exemple-là, ce sont les recettes d'une essencerie qui sont représentées comme suit. Pour l'essence ordinaire, on a 30% de leur vente, ça représente 30% de leur vente. Le essence super, ce qu'ils appellent essence super, 25%, gasoil 40% et le mélange 5%. Vous remarquez qu'ici, on n'a plus des effectifs partiels sur effectif total. On a des pourcentages. Donc, comme on avait vu tout à l'heure, à partir de ces pourcentages, on peut retrouver les fréquences. On va utiliser, dans ce cas, la formule des angles qui est liée aux fréquences. Ce que l'on a ici. Donc, c'est le pourcentage divisé par 100. Donc, c'est plus facile pour le calcul. Donc, au lieu de 30%, c'est 0,3 multiplié par 180.
Donc, on multiplie justement par 180 degrés puisqu'on veut le représenter sur un demi-cercle. Ce qui nous donne 54 degrés pour l'essence ordinaire, 45 degrés pour l'essence super, 112 pour le gasoil, 9 degrés pour le mélange. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Il faut faire attention. Si on regardait ici les pourcentages, le pourcentage le plus élevé était de 40%. De la même manière, c'est linéaire. Pour les angles, l'angle le plus élevé, bien évidemment, est de 72 degrés qui représente les angles qui sont dans ce sens-là. Ainsi qu'on le représente sur ce demi-cercle-là, donc on aura le gasoil qui est à 72 degrés, le mélange de 9 degrés, le super 45 degrés, l'essence ordinaire qui est de 54 degrés. Bon, maintenant nous allons passer aux histogrammes. Donc l'histogramme, pour une représentation simple, l'histogrammes sont des diagrammes en bande qui sont collés entre elles. On va prendre un exemple. Ici, dans une classe, 3 personnes ont des notes comprises entre 0 et 4. 8 personnes des notes comprises entre 4 et 8. 23 personnes des notes comprises entre 8 et 12, etc. Ça, c'est juste pour un rappel, c'est comment on fait les effectifs cumulés croissants. Donc, pour le représenter, entre 0 et 4, nous avons vu ici que c'était 3. Donc, la hauteur de cette bande-là est de 3. Maintenant, entre 4 et 8, la hauteur de cette bande devrait être 8. Donc, on est à 8 ici. Donc, on a une bande qui est 8. De la même manière, en 8 et 12, on a une hauteur de bande qui est de 23. En 8 et 12, ici c'est 23, etc. C'est comme ça que l'on trace un histogramme. L'histogramme des effectifs cumulés croissants, de la même manière, ça ne peut être que croissant. Si on avait décidé de travailler sur les effectifs cumulés décroissants, ce serait décroissant. Maintenant, nous allons passer aux box plots. Les box plots, tout d'abord, ils ont plusieurs noms. On a diagramme en boîte, on a boîte à moustache, on a boîte de Tekke. Donc, il y a plusieurs noms possibles. Dans un box plot, il nous faudra, l'avantage c'est qu'on représente toute la série statistique avec le minimum, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et le maximum. Donc, ce que l'on voit ici, tout d'abord, il faut également noter qu'un box plot peut être aussi debout. Ici, il est couché, on peut l'avoir debout. Donc, on a le premier quartile que l'on appelle Q1, qu'on a vu dans le premier cours. Donc, premier quartile Q1, on a au moins 25% inférieur, 25% des notes qui sont inférieures. La médiane, c'est 50% qui sont inférieures. Donc, on a 25% qui sont comprises entre Q1 et la médiane. Donc, ici, le Q3, qui est le troisième quartile, on a 75% inférieur. Donc, tout d'abord, on peut voir qu'entre Q1 et Q3, on a 50% de notes qui sont dans cette boîte-là. C'est ça qui est important. Donc, dans la boîte ici, nous avons 50%. Après, nous avons les moustaches qui correspondent au minimum ici. Le A, c'est le minimum ici. Et le B, c'est le maximum. Par contre, il faut faire attention. Quand vous avez ce que l'on appelle des outliers, c'est-à-dire des données aberrantes, qui sont ici, qui se détachent totalement de notre donnée, de notre série. Donc, il peut se détacher vers le bas, il peut se détacher vers le haut. Donc, on les distingue, on les sépare totalement de notre série statistique, d'où c'est un minimum, mais par contre, c'est un minimum sans l'outlier le plus petit. De la même manière, le B ici, c'est le maximum sans l'outlier le plus grand. Ou les outliers. Ici, on a deux outliers plus grands, 2 points aberrants, et ici, 1 point aberrant. D'où ils ont des formules particulières. Donc, pour l'outlier le plus petit, il y a une formule qui dit que c'est le maximum entre le minimum et Q1 moins 1,5, Q3 moins Q1. Donc, ça, c'est la formule qu'il faut retenir. Et pour le B,
qui est égal au maximum, sans ces outliers-là, qui est le minimum entre le maximum et Q3 plus 1,5 Q3 moins Q1. Donc, ça représente quelque chose. On a vu que c'est l'écart interquartile. Q3 moins Q1. Donc, l'avantage du box plot, c'est qu'il représente toute une série statistique dans un même graphique. Pour finir, quelques rappels d'anglais, puisque normalement vous parlez anglais, vous devez connaître ces mots-là. Head, qui veut dire tête, tail, qui veut dire queue, data, qui veut dire données, mean, qui veut dire moyenne, etc. Donc, vous devez regarder ça pour le prochain cours. Donc, vous avez 2 tableaux avec des mots anglais que vous devez réviser. Sur ce, je vous remercie.